Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être avec Stanley Péan. Stanley Péan est un écrivain haïtiano-québécois qui est né en 1966. 1966 a été l'année de naissance de Stanley Péan et en cette même année, il a laissé Haïti. Il est venu au Québec où il a grandi, où il a été à l'école, où il a commencé à écrire. C'est ce que nous avions appris. C'est la petite histoire de l'enfant, de la maternelle qui a appris de quelqu'un ou qui a appris une histoire. Peux-tu, toi, Stanley, te présenter nous comme écrivain? Est-ce que tu veux bien te situer par rapport à la littérature en général? Eh bien, j'ai choisi la littérature comme voie à partir de l'adolescence. C'est vrai que j'ai ce parcours particulier de celui qui a vu le jour en Haïti, mais dont les parents ont émigré vers le Québec très très tôt. J'ai aucun souvenir des premiers mois de ma vie en Haïti. Je découvrirai Haïti à l'âge de 9 ans, quand ma mère va nous ramener les enfants qui connaissaient moins Haïti dans le pays natal pour des vacances estivales. Et donc, mon rapport à Haïti a toujours été un rapport différé, diffracté du fait que je connais Haïti à travers la mémoire des autres, à travers la littérature bien sûr, à travers le cinéma, mais pour beaucoup, donc le récit de ses parents, les miens, qui sont à Jonquière, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au nord du Québec, et qui ont passé 20 ans dans l'espoir du retour. Je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard que si Duvalier était tombé avant le moment de sa chute, mon père aurait vendu la maison, ramassé tout ça et serait retourné en Haïti. D'ailleurs, quand Duvalier tombe, mon père tout de suite vend la maison et commence à projeter son retour en Haïti. Ma mère et lui sont retournés chercher une maison et hélas, alors qu'il prenait sa retraite, le cancer l'emporte au moment où il préparait son retour en Haïti. C'est comme ça, et j'avais 21 ans à cette époque-là. Et c'est l'époque où j'ai commencé à écrire et je commence à me poser des questions, justement des questions qui sont de l'ordre identitaire. Et c'est ce qui traverse beaucoup mes nouvelles et mes romans. Qu'est-ce qui reste d'Haïti si on a vécu toute sa vie en dehors d'Haïti? J'y suis allé, bien sûr, je l'ai dit, en 1975. J'y suis retourné pour faire un film avec le cinéaste québécois Pierre Bastien, film qui portait justement sur mes interrogations identitaires. C'est Le Carnet d'un Black en Haïti de 1998. Là, je débarque pendant que c'est la crise du verglas ici au Québec, une assez grande catastrophe. Nous, on est allé passer 2 mois à faire le tour de l'île et à interagir avec les gens là-bas. Pierre Bastien me lançait presque le défi de prouver mon haïtianité. Enfin, le film, c'est un peu ça. Je me promène, je réagis à ce qui se passe là-bas. Avait-il pas raison? Ben, toutes les questions sont bonnes, mais il procédait... Peut-être il procédait avec des a priori qui n'étaient pas conformes à la réalité. Il y a ici au Québec des Haïtiens, des jeunes Haïtiens qui ont été adoptés. Je n'ai pas été adopté, j'ai été élevé dans une famille haïtienne. Évidemment, qui était la seule famille haïtienne de la ville où j'ai grandi. Saguenay? À Jonquière, qui est devenue Saguenay maintenant. Mais c'est pas comme si j'étais coupé de la culture originale. Chez nous, ça parlait créole. Chez nous, on mangeait de la bouffe haïtienne. Donc, j'étais pas un acculturé. C'était ça je crois, son hypothèse. Le problème identitaire était sérieux à ce moment-là. Le problème identitaire, il est réel parce que je reformule cette question. Qu'est-ce qui reste d'Haïti quand tu n'y as pas vécu? Il reste ce que tu choisis de garder, je pense. Moi, je suis resté accroché à ma culture haïtienne parce que ça m'intéressait. Mais indépendamment des relations avec la famille, ta mère, ton père, peut-être tes frères, tes soeurs, tes cousins et cousines, mais t'impliquer dans la culture haïtienne, à part ça, comment est-ce que ce processus a été fait? Le processus, en fait, je crois, a été vraiment raffermi
à partir de la fin de l'adolescence, au moment où je commence à fréquenter Montréal davantage, où là, il y a une communauté haïtienne substantielle. On parle de plus de 100 000 citoyens qui se réclament d'Haïti à Montréal. Quand j'ai commencé à venir à Montréal, je travaillais pour ma sœur qui avait une petite agence de gestion de l'information. C'est le moment de la fondation du syndicat qui partageait les locaux avec l'agence de ma sœur. Donc, c'est la découverte de Franz Voltaire, que je ne remercierai jamais assez, qui a été plus qu'utile dans ma conquête ou dans mon appropriation de la culture haïtienne. C'est très rapidement Franz Voltaire, qui dirige ce centre d'information, se met à publier des livres et je me mets à travailler pour le syndicat. Je fais de l'infographie, je fais de l'éditique pour Franz. Et donc, Franz, qui a été une sorte de mentor pour moi, m'offre un disque d'Anthony Phelps, m'invite à lire les écrivains haïtiens du Québec contemporain. Donc, Émile Olivier, là, je connaissais les classiques, je connaissais Roumain et compagnie, mais il y avait des Haïtiens au Québec qui écrivaient. Donc, Gérard Étienne, Émile Olivier, Phelps, que j'ai déjà mentionné. C'est important de souligner aussi, c'est bien à la même époque de ta naissance que mon pays, que voici de Phelps, a été enregistré pour la première fois au Canada. Voilà, effectivement, parce que Phelps il est arrivé ici en 64, 2 ans avant mes parents. Phelps que j'ai le plaisir de connaître maintenant, mais à ce moment-là, c'était une voix. Et c'est une voix parmi d'autres. Et Franz me fait découvrir tous ces écrivains-là. Je suis engagé dans les activités qui se font autour du syndicat à Montréal. Et c'est non seulement une découverte pour moi, mais c'est une réappropriation d'une part de moi qui était un peu hypothétique, ou en tout cas qui était moins concrète que la partie québécoise de mon identité. C'est vraiment, je ne dirai jamais suffisamment merci à Franz, et qui en plus, quelques années après qu'on commence notre relation dans les années 85-86, 2 ans plus tard, il va publier mon premier recueil de nouvelles, La plage des songes, qui est porté par toutes ces interrogations-là. Les nouvelles de La plage des songes portent sur cette question-là de qu'en est-il de l'haïtienité de quelqu'un qui est déplacé. Les interrogations sont faites, ou encore l'interrogation de l'identité est faite. Mais la question, c'est l'authenticité haïtienne à travers cette œuvre qui me semble personnellement relativement absente à travers ton œuvre. L'authenticité. Au début, tout au moins. Je ne sais pas si elle est absente. Pour moi, l'expérience haïtienne ne peut pas se limiter à vivre en Haïti, puisque depuis toujours, les Haïtiens ont, pour des raisons politiques, pour des raisons de toutes sortes de raisons, l'identité haïtienne, donc les Haïtiens sont partout depuis longtemps. Et même, on prend un roman comme L'espace d'un ciment d'Alexis, où c'est le personnage principal, c'est un Haïtien qui revient d'en dehors. C'est un Haïtien qui revient de Cuba, qui n'a pas cessé d'être Haïtien parce qu'il était à Cuba, de la même manière où je pense que je n'ai pas cessé d'être Haïtien parce que j'étais ici. En fait, j'ai choisi de ne pas cesser parce qu'effectivement, c'est facile d'être acculturé et de dire, bon, ça va, ça c'est le passé, c'est le pays de mes parents et ça ne me regarde pas du tout. Je n'ai pas eu cette approche-là par rapport à Haïti parce que ça ne correspondait pas à mon tempérament, sans doute. Ça ne correspondait pas à ton tempérament, mais l'écriture elle-même. Alors, dans l'écriture, si on prend La plage des songes pour commencer, ce sont 8 nouvelles où des personnages qui ont été déplacés. Il n'y a qu'une nouvelle qui se passe en Haïti. Les personnages sont au Québec. Ils ont différents âges, ils ont différentes situations, ils appartiennent à différentes classes sociales. Et ils vivent... le premier personnage qu'on rencontre vit au Saguenay. C'est une bibliothécaire, donc une Haïtienne qui est bibliothécaire dans une école primaire, qui va se lier d'amitié avec un petit garçon dont le père, lui, est complètement acculturé. Le père enseigne l'histoire du Québec, il veut garder son enfant en dehors de la culture haïtienne et cette jeune femme décide que non, il faut que cet enfant sache qu'est-ce qu'est Haïti. Donc, ce conflit-là, entre guillemets, entre le père... C'est Stanley qui... C'est-à-dire, c'est Stanley qui observe ce qui peut arriver. Mon père n'était pas ça. Et des gens, c'est drôle, j'ai lu des travaux d'étudiants du primaire qui lisaient, pas du primaire mais du secondaire, qui lisaient le texte et qui s'imaginaient que c'est mon père et moi. Non, ça s'appelle de la fiction. Mon père était un type extrême, mon père, je vous l'ai dit, mais avec qu'une seule ambition, c'est de retourner en Haïti. Alors, il était très attaché,
en fait, il ne s'est jamais enraciné au Québec. Et si bien que 20 ans après, il était prêt à partir. C'est fini, on vend la maison, on s'en va. Donc, et c'est pas une question de « Ah, ça fait 20 ans que je suis ici, j'ai des racines ici ». C'était pas du tout ça. Donc, le personnage du père dans la plage des songes n'a rien à voir avec mon expérience à moi, mais ça existe. Et ça m'intéresse comme écrivain. Bon, les autres nouvelles, il y a une autre nouvelle là-dedans qui s'appelle « Ce nègre avec un blanc déguisé en indien », où on a justement quelqu'un qui n'est pas trop attaché nécessairement à la culture haïtienne ou à la culture noire, et qui, à cause d'une panne d'automobile, est dans un village québécois où on n'a jamais vu de noir, et la pression de ce qu'on imagine être un noir est en train de complètement altérer son identité. Donc il va perdre son identité parce que c'est pas ça qu'on attend de lui, c'est un type très distingué, mais qui commence à avoir de la difficulté à prononcer ses R parce que le cliché dit que les Noirs ne prononcent pas les R. Ne prononcent pas les R. Donc, alors, il y a quelque chose d'à la fois humoristique et de terrible là-dedans, c'est-à-dire que ce qu'on veut que tu sois est plus fort que ce que tu es. Pour moi, c'est une histoire d'horreur sociologique d'une certaine manière. Et donc, les nouvelles, par différents angles, adoptent cette question-là. Et plus tard, 2 ans après, un premier roman paraît, c'est Le tumulte de mon sang, où là, il y a un personnage principal qui est un jeune Haïtien qui a grandi dans les cuisines d'une maison bourgeoise au Saguenay. C'est pas mon cas encore, les gens cherchent l'autobiographie là où il n'y en a pas. Mais il a été élevé par cette dame qui l'a emmené d'Haïti là-bas, qui était la domestique. Et là, beaucoup plus tard dans sa vie, il est amoureux en couple avec une journaliste haïtienne de Radio-Canada qui l'emmène chez son oncle à elle, qui vit aux États-Unis. C'est un ancien militaire près du Valieriste qui vit dans cette énorme maison. Il est trafiquant d'armes, il est riche à millions. Et là, il se passe des choses qui ont rapport avec les origines de tout le monde. C'est-à-dire, les Haïtiens partent d'Haïti, mais Haïti les suit. C'est mon postulat dans beaucoup de mes fictions qui portent sur cette question-là. Puis viendra Zombie Blues quelques années après, où là c'est un enfant adopté, carrément coupé d'Haïti. Gabriel d'Arcangel, il est coupé d'Haïti, il ne sait rien de ses origines, il ne sait pas que lui et son frère jumeau avaient été confiés par leur mère à une sorte de macoute étrange qui flirtait avec le mysticisme, qui a fait des expériences sur eux. Lui a été ramené au Canada par une famille de diplomates qui l'ont adopté. Et il ne sait rien d'Haïti, il sait qu'il ne s'entend pas du tout avec ses parents adoptifs canadiens-anglais. Ça allait pour le père, ça allait pas du tout pour la mère. Et il est allé vivre aux États-Unis, devient une sorte de star montante du jazz et revient au Festival de jazz de Montréal. Et là, le macoute débarque à Montréal au même moment, après avoir erré, débarque à Montréal et est en compagnie du frère jumeau. Puis là, tout d'un coup, il va donc découvrir son double dans une histoire qui tient à la fois du thriller, de la science-fiction, puis une sorte de vision de la politique haïtienne. Et tout ceci, c'est le souci de produire une littérature plus large que ce que l'on appelle littérature haïtienne, tout ce que tu faisais là. Ben, est-ce que c'est plus large? Je pense que j'écris j'amène dans mes écrits ce que je suis, ce que j'ai lu, ce qui m'a intéressé. Il y a bien sûr la littérature française. Si je suis devenu écrivain, c'est beaucoup grâce ou à cause d'Albert Camus. Okay. Il y a ça, ces questions existentielles et tout, mais il y a tous les écrivains américains que j'ai lus, les écrivains noirs américains que j'ai lus, les écrivains de science-fiction et de fantastique qui m'ont influencé. Donc, j'arrive devant la page blanche ou l'écran blanc, j'écris avec un ordinateur, avec ce bagage-là et avec mes préoccupations, mes interrogations. Et donc, j'essaie de construire des histoires qui me ressemblent. Mais jamais dans l'idée étant écrivain de la deuxième génération des écrivains haïtiens qui arrivent au Québec, jamais tu n'as pensé à être comme tous les autres écrivains haïtiens, à penser une littérature proprement haïtienne? Ben, c'est parce que je ne crois pas qu'un écrivain s'assoit en disant « je vais écrire un roman haïtien ». J'essaie de défier. Oui. Mais je ne crois pas que ce soit ça, que c'est comme ça que ça se passe. On écrit avec ce qu'on est. Il y a une forte part de culture haïtienne chez moi qui ne se gomme pas, même quand elle n'est pas nommée, parce qu'on n'est pas obligé d'écrire toujours sur les questions haïtiennes, mais même quand c'est pas nommé, il y a le regard haïtien, je crois, qui colore
notre vision du monde. Je pense à mon tout récent recueil de nouvelles, Carte postale d'outre-monde. Il y a plusieurs nouvelles où il y a en filigrane, il y a en arrière-plan ce que j'apporte, moi, comme écrivain d'origine haïtienne, qui a vécu donc avec ces parents-là, avec cet héritage-là. Dans le précédent recueil, par exemple, dans Crépusculaire, qui est paru l'année dernière, c'était une sorte de défi à la fois, mais j'ai décidé de donner vie, de redonner vie à Oswald Durand, dont je suis le descendant par ma mère. Ma mère, c'est la fille d'une Durand. Okay. Donc c'est mon arrière-grand-père, le grand poète du Cap haïtien. Et donc dans cette nouvelle qui s'appelle Traversée du Cap avec l'aïeul, je mets en scène une haïtienne qui vit aux États-Unis, qui retourne au pays pour apporter l'urne qui contient les cendres de sa mère, parce que la mère, ses dernières volontés étaient qu'elle voulait retourner en Haïti après sa mort. Et ça, c'est inspiré de trucs autobiographiques. Mon père, ses cendres sont retournées au Cap. Donc, partant de cette idée-là, donc cette femme doit ramener les cendres de sa mère. Elle débarque au Cap haïtien, elle est une Américaine, d'origine haïtienne, très, très à l'aise dans le pays, tombe directement, elle va à l'hôtel, elle tombe directement sur une lointaine cousine. Et donc, elle est au bar de l'hôtel, quand même un bar assez bourgeois, assez haute société, mais qui vient s'asseoir à sa table? Oswald. Et Oswald lui parle en alexandrin, en grand poète qu'il est. Ça a été le truc le plus difficile à faire d'ailleurs, d'écrire le dialogue en alexandrin, disons que je n'ai pas l'habitude. Et Oswald décide de lui faire traverser le Cap en lui racontant l'histoire, les 350 ans d'histoire du Cap haïtien. Donc on traverse toute la ville, on explique les exécutions, en fait des grands moments historiques du Cap haïtien à cette fille qui finalement a toujours vécu un peu en dehors de tout ça. Et tous ces travaux-là ont été faits à partir de recherches faites dans la bibliothèque ou... Il y a du travail en bibliothèque beaucoup. Il y a aussi des histoires qui traînent dans la famille, des histoires que tu entends depuis que tu es tout petit. Alors Oswald, j'en entendais beaucoup parler enfant, disons, ça fait partie de la fierté familiale. J'ai même des cousines de ma mère qui prétendent que je suis écrivain à cause de lui. Alors comme moi, je suis plutôt existentialiste et je pense qu'on est plutôt responsable chacun de ce qu'on fait. Si j'étais écrivain à cause d'Oswald, tous mes frères seraient écrivains aussi. Il y a quand même un choix là qui a été fait et donc et voilà. Mais devenir écrivain a été un choix en parlant de ça. Ça a été un choix ou ça est venu? C'est un choix. C'est un choix. Je ne crois pas beaucoup à l'enchantement dans ce cas-là. C'est un choix délibéré après avoir lu L'étranger d'Albert Camus. À 14 ans, j'ai fermé L'étranger de Camus et j'ai dit voilà, j'ai trouvé ce que je vais faire dans la vie. Je vais écrire des livres. C'est Meursault qui te fascine? Meursault me fascinait beaucoup, mais l'écriture aussi, la vision du monde d'Albert Camus qui est en filigrane de l'histoire de Meursault. Meursault, l'histoire, si on la résume, c'est un fait divers. Voilà, un employé de bureau qui, pour une raison X, un petit peu en dehors de ses pompes, abat cet arabe sur la plage et sera jugé finalement, pas tellement pour avoir tué le type, parce que le système français colonial s'en fout un peu de la mort de l'arabe, il est jugé parce qu'il ne se conforme pas à ce que la société française de l'époque attend de lui. Et il y a ce moment extraordinaire où l'avocat de la couronne revient sans cesse sur le fait qu'il n'a pas pleuré aux funérailles de sa mère. Et l'avocat de la défense dit, mais enfin, est-ce qu'on le juge pour avoir tué un homme ou s'il a pleuré ou non aux funérailles de sa mère? Et l'avocat de la couronne dit, on le juge parce qu'il a enterré sa mère avec le cœur d'un criminel. Pour moi, j'en parle, j'en prends des frissons quand je parle de ça. J'avais 14 ans, j'étais en face de... En plus, quand on a 14 ans, on se rébelle un peu contre l'autorité sous toutes ses formes. Je trouvais dans ce livre... Et à partir de ce moment, tu te dis que tu vas devenir écrivain? Ah, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Je me suis tapé tout Camus entre 14 et 25 ans. Après ça, il y a eu les inédits qu'on a eu ces dernières années, mais
Camus, Sartre, le dernier homme, le premier homme, pardon. Le premier homme. Il y a Camus, Sartre, tout ça qu'on étudiait à l'époque. Kafka, qui était pour moi un grand maître lui aussi. C'est un grand maître lui aussi. Puis là, Kafka, on voit le lien aussi avec mon autre passion, à part l'existentialisme, mais une certaine littérature fantastique. Je crois que c'est Dumas, dans l'un de ses textes, qui a découvert en toi un Kafkaïen. Ben, déjà, dans la Plage des songes, il y avait référence à Kafka. Il y a une des nouvelles qui s'appelle le Syndrome Kafka. Qui est donc le type qui, bon, encore une fois, c'est un Haïtien installé au Québec, assez bien intégré, qui est de passage à Québec et qui rencontre cette jeune fille dans un bar. Ils ont une aventure et il se rend compte qu'il y a une partie de son existence qui lui manque. Il ne se rappelait plus du visage de son père et ça devient quelque chose de très obsédant pour lui, puis il commence à avoir des visions, puis il va être confronté à l'envers de la médaille, donc l'Haïtien qui n'aurait pas réussi au Québec, un Haïtien qui serait plutôt de conditions modestes, qui lui dit, je veux bien ruiner l'histoire après 35 ans, qui lui dit, tu es en fait ce que j'ai toujours rêvé d'être, tu n'existes pas, tu t'es échappé de ma tête. Et Sébastien qui répond non, c'est faux, c'est vous êtes ma hantise de ce que j'aurais pu devenir. Et on est confrontés dans deux destins possibles. Puis, d'un point de vue sociologique, c'est un peu l'histoire des deux vagues d'immigration haïtienne au Québec. Et la génération de mon père, ils sont arrivés, ils étaient médecins, ils étaient avocats, ils étaient professeurs, ils se sont bien intégrés. La génération suivante, la deuxième vague d'Haïtiens, c'était des prolétaires, début des années 70, c'était des prolétaires qui n'avaient pas de formation spécialisée, qui ont travaillé dans les usines, qui ont payé fort dans les usines, qui ont été dans l'industrie du taxi et qui ont été rejetés, disons-le, par la société québécoise. Rejetés parce qu'ils n'étaient pas professionnels ou encore rejetés parce qu'ils étaient noirs ou qu'est-ce de toute manière, il y a le problème qu'ils sont noirs. Alors là, il y a la différence qui s'installe, mais si le noir en question, c'est ton médecin, et tu vas bien être obligé de l'accepter un peu plus que si c'est le chauffeur de taxi que tu méprises. Alors, c'est cette opposition-là qui me semble injuste, que j'essaie de dénoncer à travers dans cette histoire, entre autres. Puis, de là, à part les écrivains haïtiens, je crois que tu as beaucoup pénétré aussi d'autres écrivains québécois, comme Gaston Miron, par exemple. Oui, c'est drôle parce que Gaston Miron est incontournable de toute façon dans l'histoire de la littérature québécoise et il était à une certaine époque assez proche des Haïtiens. Gaston Miron appartient à cette génération de poètes indépendantistes qui allaient au Perchoir d'Haïti. Donc, il a côtoyé Phelps, il a côtoyé tous ces gens-là. Gérard Étienne, donc c'était des amis. Serge Gagneux, Ona Morisseau. Voilà, exactement. Et donc, dès que tu commences à... D'ailleurs, j'ai une histoire presque drôle avec Gaston parce que Gaston Miron, que je connaissais comme toute personne qui étudie au Québec la littérature, va être confrontée à l'œuvre de Gaston Miron, avec le personnage de Gaston Miron, mais pas nécessairement l'homme. Et la première fois que je rencontre l'homme, c'est qu'il y a un professeur de littérature allemand, Peter Klaus, spécialiste de la littérature québécoise et intéressé aux littératures francophones en général, donc haïtiennes, qui enseigne la Plage des songes à la Freie Universität de Berlin. Et c'est un lancement, il vient me voir, vous êtes Stanley Péan, je suis Peter Klaus, j'ai mis votre livre au programme dans mon cours, et je le savais parce que Maximilien Laroche, qui était mon directeur de thèse, le connaissait bien, parce qu'il y a une étudiante allemande qui était au Québec, à Québec même, à l'Université Laval, parce qu'elle avait lu La Plage des songes, puis qu'elle s'était intéressée à tout ça, elle vient étudier, elle tombe sur moi dans le cours de Maximilien, je suis l'assistant de Maximilien. Et toujours est-il que Klaus me dit, écoutez, j'ai parlé de votre livre à Gaston Miron, il ne le connaît pas. Alors, il va être là tout à l'heure, je vais vous le présenter. L'Allemand est très fier de me présenter Gaston Miron. Puis Gaston avait l'air un peu agacé parce qu'il connaissait beaucoup de monde dans la communauté intellectuelle haïtienne. Et il me dit, mais qui a publié ça? Je lui dis, c'est Franz Walter, c'est une petite boîte, peut-être que vous ne connaissez pas, le syndicat. Il dit, parce que quand même, je suis ami avec Gérard Étienne. J'ai dit, oui, Gérard passe souvent au syndicat. Oui, mais je suis ami avec lui. Il m'énumérait tous les Haïtiens qu'il connaissait. Et tout le monde avait rapport avec le syndicat. Gaston avait l'air de... Je l'appelle Gaston comme si on était de très grands amis, mais tout le monde l'appelait Gaston à l'époque. Toujours Miron, en tout cas,
semblait agacé. C'est comme si les Haïtiens avaient une conspiration, qu'ils avaient lancé une boîte, publié ce jeune écrivain sans lui dire. Et il finit, j'étais sur le point de m'en aller. Bon, ça c'est fini, là, ça dure 5 minutes ce truc, puis la réception continue. Et je suis sur le point de partir de la réception, puis Gaston m'appelle, il dit « Attends, est-ce que tu connais René Lepestre? » Oh ouais? Je lui dis « Ben écoutez, j'ai lu ses livres, mais je peux pas dire que je le connais. » Il dit « Ah bon? Parce que c'est un ami à moi. » Alors Gaston avait trouvé l'Haïtien qui connaissait mieux. Ok. Et à part Gaston, tu as lu des écrivains comme Paul Chamberlain, Denise Boucher, tous ces gens-là? Tous ces gens-là, forcément, à cause du... Nicole Bossa et Gilbert. Et non seulement je les ai lus, mais par la suite, je les ai connus dans le milieu, parce que, inévitablement, du fait de fréquenter des soirées de poésie ou n'importe quelle autre manifestation de littérature au Québec, tu finis par croiser ces gens-là. Et en plus, j'ai été le président de l'Union des écrivains pendant 6 ans, de 2004 à 2010, donc j'étais même le représentant de tout ce beau monde par rapport aux instances gouvernementales. Qu'en est-il? Parce que là, j'ai suivi en 2013 une émission en 4 parties que tu as fait avec L'historien André Champagne. Avec l'historien André Champagne sur la première chaîne de Radio-Canada sur le problème de couleur aux États-Unis et la musique jazz. Il y a, j'ai comme l'impression que le Canada n'a pas été mentionné dans cette histoire d'Amérique profonde et du racisme. Tout à fait, parce que le sujet tel que exposé, tel que défini par Champagne et moi, c'était le mouvement des droits civiques aux États-Unis, de l'esclavage jusqu'à Obama. Donc c'était vraiment la question américaine qui a son pendant au fond dans une série d'articles que j'ai fait par la suite, une série de chroniques qui s'appelle Black and Blue, Conditions noires et Jazz et conditions noires aux États-Unis. Donc, à travers le projet d'André Champagne, qui est historien, qui a animé, qui a produit beaucoup d'émissions ici, c'était de retracer l'évolution de la condition noire, de la guerre de sécession jusqu'à Obama. Est-ce qu'Obama réglait tout? Évidemment, la série se terminait sur Obama, on savait très bien qu'Obama ne réglerait pas tout. Je ne dirais pas ne réglerait rien, mais enfin, à mon avis, cette question raciale aux États-Unis n'est toujours pas réglée. Et c'est une part de cette société-là est restée esclavagiste dans sa tête. La situation canadienne est différente, je pourrais peut-être y revenir, mais donc ce qu'on a vendu, en guillemets, à la direction de Radio-Canada, c'est qu'on allait s'intéresser à ça. On aurait pu dire on fait une série et elle reste à faire. C'est une question de politiquement correct, c'est pourquoi tu as fait ça? Non, parce qu'il n'y avait rien de politiquement correct là. Et, dans cette histoire-là, je pense qu'on a appelé un chat un chat. Et la suite d'Obama nous a donné raison, au fond. La suite d'Obama, c'est Trump. Donc quand on dit qu'il n'y a rien de réglé, on a même reculé de quelques étapes avec Trump. Donc, non, nous, on avait déposé ça comme projet. Peut-être qu'il faudrait éventuellement faire sur la question de l'esclavage au Canada, parce qu'il y en a eu. Il y a un écrivain fascinant qui s'appelle Lawrence Hill, dont je viens de terminer la traduction du plus récent roman vers le français. Lawrence Hill est un écrivain afrodescendant canadien qui a écrit The Book of Negroes. Et The Book of Negroes, ce serait l'équivalent pour le Canada de Roots d'Alex Haley aux États-Unis. Donc on retrace de l'Afrique jusqu'au Canada parce que l'esclavage a eu lieu au Canada aussi, beaucoup dans les provinces maritimes, mais ailleurs aussi. Puis le Québec a encore de la misère à accepter qu'il a un passé où il y a eu des esclaves au Québec même. Mais c'est quelque chose qu'on a tendance à gommer. Donc ce serait peut-être intéressant justement de produire une série qui retracerait ça. Il y a cet historien Webster, qui est à la fois un historien, un rappeur qui vit à Québec, qui lui s'est beaucoup penché là-dessus, qui a produit une bande dessinée là-dessus, qui a écrit énormément là-dessus. Donc peut-être éventuellement, il faudrait que la radio puisse proposer quelque chose de semblable, mais il y a de ces initiatives à droite et à gauche là. En fait, le fait de ne pas parler de racisme au Canada, c'est pas parce que ça n'existe pas, quoi. Non, absolument pas. Puis à mon émission de jazz que j'anime depuis 2009, il en a été question. Évidemment, c'est une émission de musique, c'est pas une émission historique, mais par contre, il y a des œuvres qui parlent de ça et je les fais tourner et je raconte, j'explique aux gens qui écoutent l'émission de quoi il s'agit.
Et qu'est-ce qui explique que le festival du jazz au Canada est si populaire, si important, quand on sait que le jazz comme musique est une musique noire? Est une musique noire qui a conquis le monde. Et c'est une musique noire qui est née du métissage, au fond, entre tout un apport musical africain et la musique occidentale. Et ce métissage-là a eu lieu à la Nouvelle-Orléans et à Essémé. Donc, on parle de gens, des figures tutélaires comme Louis Armstrong. Ces gens-là sont partis de la Nouvelle-Orléans, ils ont semé, ils ont répandu la bonne nouvelle un peu partout. Et si la musique est essentiellement noire dans ses origines, elle est quand même une musique métissée qui a permis à des musiciens qui n'étaient pas noirs quand même de gagner un certain statut là-dedans. On sait que les grands innovateurs, et j'espère que je ne fâche personne quand je dis que les grands innovateurs de cette musique sont essentiellement noirs, mais il y a quand même des musiciens importants qui ne le sont pas, avec qui les Noirs ont travaillé. Et donc, le Festival de jazz de Montréal arrive ici. Il y a eu plusieurs tentatives. Il y avait eu un premier petit festival au début des années 60. En 79. Mais le premier dans les années 60, un dans les années 60 qui n'a pas duré. Avant 79, il y a Doudou Boissel qui dirigeait la boîte, le Rising Sun, le Soleil Levant au centre-ville, qui a fait un mini-festival aussi de jazz et blues, qui a été supplanté carrément par le grand festival qui est encore en fonction depuis 1979. Et donc, c'est ce festival fondé par Alain Simard et André Ménard qui s'est imposé malgré la difficulté, malgré une hostilité certaine de la mairie de Montréal à l'époque. La mairie de Montréal, c'était Jean Drapeau, un avocat qui, dans les années 50, avait beaucoup contribué à assainir les mœurs, c'est-à-dire faire fermer les boîtes de jazz qui étaient associées à la mafia. Et là, on ne peut pas avoir fait fermer les boîtes de jazz et puis permettre que cette grande manifestation sous le même signe. Mais quand même, malgré l'opposition du maire, le festival a perduré. Entre autres à cause du soutien de Radio-Canada, il faut le dire. Radio-Canada qui s'est mis à investir dans le festival en achetant les droits de diffusion des concerts, ce qui a permis au festival de devenir cette grande manifestation, à l'image du festival de Newport aux États-Unis, à l'image de celui de Montreux en Suisse. Il y a d'autres festivals à travers le monde qui ont inspiré celui de Montréal. Les trois plus grands festivals de jazz. Absolument. Celui de Newport, celui de Montreux et celui de Montréal. Celui de Montréal, apparemment, serait le plus grand. C'est le plus grand. Au monde. C'est à peu près, ça conduit, ça attire environ plus de 3 millions de gens chaque année. C'est énorme. Avec presque 400 représentations. C'est très, très grand le festival. Et moi, je commence à le fréquenter dès que je commence à fréquenter Montréal, donc à la fin de l'adolescence, quand je suis à l'Université Laval pendant l'année scolaire, je suis à Montréal l'été, je travaille pour ma sœur, ensuite pour le syndicat. Et tu joues le saxophone aussi, non? La trompette. La trompette, mais là c'est devenu un grand mythe parce qu'on m'a offert une trompette, j'ai appris un peu, mais je suis nullement de calibre à aller donner un concert ou quoi que ce soit. Je joue de la trompette en dilettante et on ne peut pas jouer de cet instrument en dilettante. Et qu'est-ce qui t'a conduit au jazz en fait? À la culture, à cette culture de jazz? J'ai eu la chance, je pense, quand j'étais jeune, d'avoir dans la maison la discothèque de ma mère. D'un côté, il y avait la bibliothèque de mon père, mais ma mère avait cette discothèque extrêmement éclectique. Ma mère jouait du piano et ses goûts musicaux allaient de la musique concertante classique européenne au compas, à la musique de danse haïtienne. Puis entre les deux, il y avait la chanson française, le blues, certaines musiques du monde et le jazz. Ma mère aimait beaucoup Louis Armstrong, ma mère aimait beaucoup Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Ray Charles. Davis. Miles, elle n'aimait pas Miles Davis. Alors c'est drôle parce que c'était devenu presque une blague entre nous deux parce que elle aimait Louis Armstrong parce que pour elle c'était de la trompette. Et je comprends tout à fait ce qu'elle disait. Je me rappelle d'un moment donné, peu de temps après la mort de Miles, on diffusait à la télévision au Québec un concert qu'il avait donné à Paris. Et c'est le Miles de la fin, donc Miles avec beaucoup d'électronique, avec le mélange avec le funk, le rock, tout ce que Miles avait intégré à son jazz, qui n'était pas tout à fait le jazz, disons, des années 30, 40, 50 que ma mère écoutait. Et donc je lui dis, écoute, il faut absolument que tu écoutes le concert.
parce que c'est un grand concert de Miles Davis. Pour moi, tout ce que Miles Davis est un peu grand. Tout. Et au bout d'une heure, elle me rappelle, le concert est fini, elle me dit, excuse-moi, là, tu me dis que c'est de la trompette, mais tout ce qu'il fait, en fait, c'est se promener sur scène, de long en large, à regarder les gens par-dessus ses lunettes et faire trip. Puis il regarde les gens, puis il fait trip. Pour elle, le minimalisme du jeu trompettistique de Miles, elle ne sait pas de la trompette, ça. Bon, voilà. Mais donc, j'ai quand même grandi avec ces sons-là, et même en chanson française. Après ça, quand je deviens adolescent, adulte, je me rends compte que les choses qui me touchent le plus sont les pièces avec de la trompette, même dans d'autres genres. J'aimais entre autres un groupe de funk qui s'appelle Kool and the Gang, qui avait une section de cuivre assez impressionnante. Earth, Wind and Fire, c'est des gens qui ont puisé beaucoup dans le jazz. Et chez Aznavour, chez Beko, je me rendais compte que les pièces que j'aimais davantage, souvent avaient cette espèce de petite trompette plaintive à la Miles Davis. Et quand je vois Miles Davis pour la première fois, là, je le connaissais sur disque et tout, mais je l'ai vu pour la première fois en concert en 85, ça a été... OK, de la même manière que Camus. Voilà, j'ai trouvé mon homme. J'ai tous les disques de Miles Davis, même quand il sort des inédits faits à partir de 2 notes qu'il a joué en studio. Puis je vais acheter, c'est sûr. Donc, il n'y a aucune relation entre le jazz et le compas en Haïti. Oh non, je ne dirais pas qu'il n'y a aucune relation parce que pour beaucoup, et c'est intéressant, je fais des recherches là-dessus, puis éventuellement je vais écrire davantage là-dessus. Les gens de la Nouvelle-Orléans qui ont créé le jazz, pour beaucoup, ont été les élèves des créoles qui venaient de Saint-Domingue. Après l'indépendance haïtienne, quand il y a eu un déplacement de la classe possédante française qui est allée à la Louisiane, ils sont allés là avec leurs enfants métis. Et pour beaucoup, des gens comme Sidney Bechet et compagnie, cette génération-là, ils ont eu des profs qui venaient directement, ou presque, d'Haïti, en d'autres termes. Donc, il y a un lien à faire entre la musique haïtienne et le jazz. Et je pense que je vais continuer à fouiller. J'ai prononcé une conférence il y a quelques années en Haïti là-dessus. Ah bon? Sur les traces de la culture haïtienne dans le jazz. Et il y en a beaucoup. Et c'est bien de voir d'ailleurs plein de musiciens d'origine caribéenne, qu'ils soient haïtiens ou qu'ils soient des autres Antilles françaises, briller dans le jazz contemporain parce que c'est comme une sorte de retour naturel à quelque chose qui vient un peu de ce creuset qui était la Caraïbe bien avant la Nouvelle-Orléans. Ok. Essayons de jouer avec un peu de littérature. Qu'est-ce que tu as sur ta table de lecture aujourd'hui? Sur ma table de lecture aujourd'hui, j'ai un essai de Ray Bradbury, qui est un écrivain américain que j'ai beaucoup aimé. Je suis tombé sur ce livre, il est mort il y a quelques années déjà, je suis tombé sur ce livre alors que je n'en soupçonnais même pas l'existence. C'est Zen and the Art of Writing, c'est ses réflexions sur son métier et sur sa carrière. Alors j'apprends beaucoup de choses sur un écrivain que j'ai beaucoup fréquenté et qui donc maintenant parle pas en tant qu'auteur de fiction, mais il parle en tant qu'il n'est pas en train de nous raconter des histoires. Il est en train de parler de lui et de comment il voit la littérature et je trouve ça absolument fascinant. Et comment va une journée d'écrivain de Stanley? Oh, une journée d'écrivain, c'est s'asseoir et faire abstraction de tout le reste pour pouvoir se plonger dans la rédaction d'un texte, qu'il soit un texte de fiction ou de non-fiction, que ce soit un essai ou une nouvelle. Je viens de commencer... Évidemment, là, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Il y a 2 livres nouveaux qui viennent de paraître. La réédition de La Plage des Songes. J'ai un autre livre qui sort incessamment en février chez Montréal. C'est un recueil d'essais, de chroniques sur le jazz. Ça s'appelle Le Noir Satin. J'ai à finir de réviser les épreuves pour pouvoir donner le feu vert pour l'impression. Noir Satin, ce sont des textes qui explorent le destin de femmes qui ont été extrêmement importantes dans l'histoire du jazz et qu'on a gommé, qu'on a oublié, qu'on a cancellé, pour prendre un mot à la mode, parce que ce sont des femmes, et le plus souvent des femmes noires d'ailleurs. Donc ce sera le prochain livre. Autrement, je viens de débuter une nouvelle, donc, que j'ai promise pour le 20 décembre. Ça veut dire qu'il faut que
je m'assois et que je termine ce texte de fiction et que j'écris, ce qui arrive assez rarement, mais c'est comme c'est un magazine anglophone qui me l'a demandé, je l'écris directement en anglais, ce qui pose un autre problème. Est-ce qu'à ton avis, tu es plus nouvelliste que romancier? Je suis nettement plus nouvelliste que romancier. On le verra juste à voir le nombre de recueils de nouvelles. Ils sont plus nombreux que les romans. Et je pense davantage. J'ai publié 3 romans. Je dois avoir 6 ou 7 recueils de nouvelles. Mais c'est vrai qu'il y a des romans pour la jeunesse. Mais les romans pour la jeunesse, des fois, c'est comme des longues nouvelles, selon moi. Enfin, comme je les avais conçus à l'époque, ça fait un moment que je n'en ai pas écrit. Ça a été un grand défi pour toi d'avoir des œuvres de jeunesse pour la jeunesse? C'est pas tant un grand défi. C'est les gens de la Côte-Échelle qui m'ont approché. La directrice littéraire m'a invité à dîner. Et pour toutes sortes de raisons, ils avaient envie d'avoir du roman fantastique dans leur collection. Ils me sollicitaient parce qu'ils avaient lu Le tumulte de mon sang. Et donc, j'ai accepté l'invitation. J'ai lu ce qui se publiait en littérature jeunesse, un peu à droite et à gauche. C'était pas tout à fait ma tasse de thé, mais en même temps, ça s'adresse pas à moi. J'étais déjà dans la trentaine et je m'étais dit, OK, voilà, ça c'est ce que les autres font, mais moi, je vais faire de la littérature jeunesse qui me ressemble à moi. Et donc, le premier roman, c'était L'emprise de la nuit, qui mettait en scène des gangs de rue haïtiens en guerre contre des gangs de rue un peu d'extrême droite punk. Et donc, c'était ce sujet-là, la tension raciale, mais je le pigeais dans les journaux. Là. Ça, c'était en train de se passer quand je décide d'écrire là-dessus. Et donc, mon personnage de jeune haïtien qui, lui, est traumatisé par la disparition de son père, enlevé par les Macoutes. Donc, c'était mes mêmes thématiques qui revenaient là. Après ça, j'ai fait La mémoire ensanglantée, qui, encore une fois, faisait référence à cette même question. Que reste-t-il d'Haïti si on l'a quitté? Donc, l'héroïne, c'était une jeune femme cette fois, 16 ans, fille d'Haïtien qui vit au Québec et qui disait cette chose, au fond, c'est la première fois que je l'exprimais par la bouche d'un personnage qui est au fond de mon histoire. Elle dit, j'ai vécu toute ma vie à cheval sur 2 univers parallèles. D'un côté, il y a chez moi, mes parents, la culture haïtienne, et je franchis le seuil et je suis à Montréal, en territoire québécois, canadien, francophone, blanc. Et l'intégration a été facile? L'intégration pour moi ou pour le personnage? Wow. C'est difficile de répondre à cette question-là parce que inévitablement, je suis obligé de dire oui, je vis bien ici, je poste à Radio-Canada, je publie des livres qui ne sont pas passés sous silence par la presse locale, donc je pense que je suis intégré. Mais évidemment, il y a toujours des irritants dans la vie de tous les jours. Je peux te raconter une histoire drôle, tu sais. Je suis... c'était du temps où Radio-Canada, c'était dans la Tour Brune. Dany Laferrière, bonne amie à moi, vient de remporter le Médicis pour L'énigme du retour. Je suis dans l'ascenseur, il y a un journaliste connu que je ne nommerai pas, dans un ascenseur bondé qui me dit « Tu dois être jaloux de Dany. » Qui t'a dit ça? Il me dit « Tu dois être jaloux de Dany. » J'ai dit, je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit « Je ne sais même pas pourquoi tu penses que je serais jaloux de Dany. » D'abord, j'étais pas en lice pour le prix, c'est pas comme s'il me l'avait enlevé. J'ai dit, et deuxièmement, Dany c'est mon ami, je suis content pour lui. Et troisièmement, si Michel Tremblay entrait dans l'ascenseur maintenant, est-ce que tu lui demanderais s'il est jaloux de Dany? C'est des micro-agressions comme ça, parce que on comprend très bien ce qu'il voulait dire par « tu dois être jaloux de Dany ». Donc, comme s'il y a une espèce de guerre entre les écrivains noirs, non. Non? Non. Dany, c'est un ami qui vient manger à la maison, ça fait des années qu'on se connaît, il a été le coloc de mon cousin. Donc, qu'il me dise ça devant un parterre. C'est terrible, hein? Alors les gens ont ri à ma réponse parce qu'il s'est ridiculisé quelque part quand je lui ai dit est-ce que si Michel Tremblay entrait dans le chose, tu ne lui dirais pas ça? Alors il faut que tu réfléchisses à pourquoi tu m'as dit ça. C'est une invective. C'est une invective. Et c'est pas, je suis pas, et je veux pas reproduire aucun cliché, ça ne m'est pas dit par un type sans éducation, white trash, on dirait aux États-Unis. Ça m'est dit par un journaliste réputé qui anime à Radio-Canada. Tu te dis, waouh, c'est comme ça que tu penses, toi. Donc, en fait, aussi réussi peut être une intégration, il y a toujours du travail à faire.
il y aura toujours du travail à faire, hélas. Et c'est un peu ce que nous disions dans la série Chant de liberté. On arrive à élire Barack Obama, mais tout n'est pas réglé aux États-Unis. Et tout n'est pas réglé au Canada non plus. Et tout n'est pas réglé en France non plus. Donc le problème, c'est ça ne finirait jamais? Je ne sais pas si ça finira jamais, mais c'est un problème de mentalité, c'est un problème d'éducation. Et donc, tant qu'il y a des générations qui pensent comme ça et qui peuvent reconduire les préjugés, il faut lutter contre les préjugés. Mais le problème de race ne se pose pas de la même façon aux États-Unis que ça se pose ici au Québec. Non, c'est pas pareil parce que, oui, c'est une société plus ouverte ou quoi? C'est une société relativement plus ouverte. C'est aussi une société qui n'a pas été c'est pas une puissance coloniale. C'est pas une ancienne puissance coloniale. C'est une colonie abandonnée. C'est pas comme la France ou les États-Unis qui ont dominé des peuples. Donc, eux, comme ils se voient d'ailleurs, je pense, les Québécois se voient beaucoup comme une ancienne société oppressée. Et donc, ils ont de la difficulté à admettre... L'approche devient différente. L'approche est différente et ils ont un peu aussi de difficulté à admettre que parfois, ils ont été les oppresseurs aussi, par rapport aux Amérindiens, par exemple, par rapport à des nouveaux arrivants. Et c'est difficile de se voir dans le mauvais rôle quand on s'est toujours vu comme étant la victime. Le fait qu'on n'admette pas l'existence de ce qu'on appelle un racisme systémique au Québec, que le premier ministre dise non, ça n'existe pas, tu dis attends, est-ce que tu as réfléchi à la question avant de dire non, ça n'existe pas? C'est trop facile de se braquer sur je ne veux pas être le méchant. Et c'est même plus une question d'être méchant ou pas méchant, c'est juste reconnaître certaines choses sont arrivées. C'est l'histoire. C'est l'histoire. L'histoire, il faut l'apprendre pour pouvoir la transcender. Et non pas nier qu'elle ait eu lieu, sinon on va juste la répéter. C'est ça. Moi, c'est mon avis là-dessus. Puis dans Carte postale d'Outre-Monde, il y a deux nouvelles qui effleurent la question amérindienne. Donc, et là, je commets une faute en disant ça, on dit maintenant les Premières Nations. Il y a eu une volonté très claire de la part du clergé catholique francophone et de la société qui obéissait à ces règles d'effacer la culture des Premières Nations. Il y a deux nouvelles dans le recueil qui portent là-dessus parce que toutes les injustices m'agressent personnellement. Et peut-être c'est le côté Camus chez moi. Oui, c'est toujours l'opposé de Sartre. Oui, absolument. Et je lisais Michel Onfray qui disait que Camus était par définition un diplomate qui cherche une solution réfléchie et pacifique, alors que Sartre encourageait au conflit violent. Je ne sais pas si c'est vrai à ce point-là. C'est pourquoi j'ai une question quand tu as dit que tu es un existentialiste. Je sais être un existentialiste. Ben, en fait, existentialiste, c'est en plus la génération, parce que Camus lui refusait cette étiquette-là. Il était beaucoup plus humaniste que l'existentialiste. Mais Sartre dit l'existentialisme est un humanisme. Mais je suis un humaniste, mais c'était surtout sur le côté de l'existence précède l'essence. Okay. Donc, sur ce côté-là, il y a ça chez Camus. Il y a le côté athée, d'ailleurs. Et ça m'a marqué très jeune. Je suis pas croyant. Je ne suis pas croyant, ça ne m'agresse pas que les gens le soient, mais moi, personnellement, j'attends rien du ciel, par exemple. Je pense que nous sommes responsables de ce que nous faisons collectivement et individuellement. Mais n'être pas croyant, ça ne veut pas dire ne pas croire qu'il existe des valeurs comme le bien et le mal, comme la générosité et tout ça. Camus, pour beaucoup, son œuvre est traversée, je pense notamment à la peste, mais ailleurs aussi, par le concept de comment est-ce qu'on peut être un saint s'il n'y a pas de paradis, s'il n'y a pas de... Comment est-ce qu'on peut être un saint? Et même dans Caligula, il a fait le même exercice dans Caligula aussi. Voilà, exactement. Donc ça, ce sont des questions qui m'intéressent. Je pense, mes raisons de vouloir que ces injustices-là cessent, c'est parce que je crois qu'il y a un monde, c'est celui ici-bas, et j'aimerais qu'il soit plus harmonieux que ce qu'il est. Et qu'en est-il de la situation en Haïti aujourd'hui? Je regarde de loin et ça me blesse. Et j'essaie de comprendre. Et
Et c'est difficile de comprendre de loin. Quand on n'a pas, quand on n'a pas le quotidien d'un lieu, on a un rapport qui est toujours un peu décalé. J'étais pour la dernière fois en Haïti en janvier 2019, ça commençait tranquillement. On sentait la fin janvier que c'était une poudrière qui allait exploser. Là. Et c'était Petro-Caribé et tout ça. On le sentait dans les rues. On disait, je suis allé 3 ou 4 fois entre 2014 et 2019. Puis 2019, j'ai dit, oui, là, il y a quelque chose ça va pas, ça va exploser. Puis on sentait tout ce qui a suivi dans les 4 dernières années, on le sentait déjà en janvier 2019. Et je devais y retourner l'an dernier, en 2022. Il y avait un colloque sur Jacques-Stéphane Alexis au Gonaïves auquel je voulais aller assister. J'avais pris mon congé de Radio-Canada et tout, mais là, la situation, les enlèvements et tout ça, tu te dis, bon, est-ce que j'ai vraiment envie? Ça va apporter quoi, là? De prendre ces risques-là qui vont apporter rien à personne. Là. Donc, j'ai dû annuler à la dernière minute mon voyage en Haïti parce que on avait un projet, Joseph Hillel et moi, de documentaire sur Alexis qu'on a reporté au calendrier grec parce qu'on travaille sur d'autres choses présentement. Je travaille avec Joseph Hillel sur une série télévisée justement sur la question du racisme systémique qui serait inspirée de la vie d'Édouard Anglade, qui a été le premier policier noir de la ville de Montréal et qui a vécu ça à l'intérieur même de la force, des forces policières. Premier policier noir qu'on parade dans les médias pour dire que non, la police n'est pas raciste, mais en même temps, lui-même était soumis à des pressions, ce qui fait qu'il a fini par porter plainte devant la Commission des droits de la personne pour harcèlement racial et le premier noir à avoir gagné une cause pareille au Canada. Et donc là, je suis en train d'écrire une fiction. Sa biographie est apparue au Syndicat il y a plusieurs années. Et je suis, à partir de la biographie, en train d'écrire une série de fiction dans 6 épisodes qui a été achetée par Radio-Canada. Donc, on est en développement depuis un moment. C'est drôle parce que c'est je ne devrais peut-être pas tout dire sur la série tant qu'elle n'aura pas lieu, mais ce qui m'intéressait, c'est qu'au moment où lui gagne, j'ai connu Édouard à l'époque, c'est le cousin de Franz Voltaire, au moment où lui gagne sa cause devant les tribunaux, devant la Commission des droits de la personne, il y a l'affaire Gossett. La plupart des Blancs ne se rappellent pas de l'histoire de Gossett, mais Alan Gossett, c'est un policier qui abat un jeune homme de 19 ans, Anthony Griffin, balle dans la tête, qu'ils avaient arrêté pour avoir refusé de payer sa course de taxi. On le ramène au poste de police. C'est un fait divers, mais c'est un fait divers qui en disait beaucoup à l'époque, parce qu'Alan Gossett, d'abord suspendu avec solde, ensuite jugé, puis exonéré que c'était pas un meurtre raciste, alors qu'il avait des antécédents racistes. Il y a eu des incidents dans le parcours d'Alan Gossett qui disaient qu'il avait un sérieux problème. Et donc, au même moment où Édouard va gagner sa cause devant la Commission des droits de la personne, Gossett, lui, est exonéré. Donc, moi, ce parallèle-là me semblait dramatiquement, pour le romancier, dans ce cas-ci, le scénariste, c'est intéressant de mettre ces deux histoires-là qui se passent en même temps, dans la même ville, avec le même service de police. Et au moment où Joseph Hillel me propose de travailler avec lui là-dessus, venait d'arriver l'histoire de Floyd qui s'est fait étouffer par un policier américain. J'ai dit, c'est le moment ou non de faire cette série-là pour dire que c'est pas juste aux États-Unis que ça se passe, ces choses-là. Donc, tu as beaucoup travaillé, hein? Bon, je pense qu'à chaque jour suffit sa peine. Et le dernier livre sur Michel Donato. Oui. Michel... c'est un choix et... Michel, pendant 1 an, me talonnait. À chaque fois qu'il me croisait dans un bar de jazz, me demandait quand est-ce que t'écris ma biographie. Wow. Michel Donato a 81 ans maintenant. Il y a 6 ans, quand il me disait ça, donc il avait 75 ans. Je pense que tout homme a peur que son héritage disparaisse. Il y avait un peu de ça, sans doute, si Michel me dit « Et si t'écrivais ma biographie ?» Et ma réponse pendant des mois, c'était « Michel,
Ça va être tellement d'ouvrages, je vois pas, j'ai pas eu le temps de faire ça. Parce que ça va être beaucoup d'ouvrages. À ce moment-là, c'était déjà 60 ans de carrière. Michel Donato a commencé adolescent dans les orchestres de son père. Il a été en Europe pendant un certain temps. Il est en Europe, il a été à Toronto, il a joué un peu partout à travers le monde, mais il a vécu en Europe, il a vécu à Toronto beaucoup. Et il a été le contrebassiste toute sa vie. d'Oscar Peterson quand même, entre autres. Donc quelqu'un qui a joué avec Oscar Peterson, qui a joué avec Bill Evans, que Miles Davis voulait engager, alors que ça a échoué pour des raisons bêtes un peu. Là. Miles veut l'engager pour une tournée au Japon. Mais le batteur de Miles à l'époque, en 1963, c'est Tony Williams, qui a été arrêté au Japon pour possession de stupéfiants. Et les autorités japonaises disent à Miles, si tu viens avec Tony Williams, tu peux pas venir. Et Miles disait, si je peux pas venir avec Tony Williams, la tournée tombe. Et c'est comme ça que Donato n'a pas joué avec Miles. Mais bon, il a joué avec Chet Baker, avec... on peut nommer tout le monde dans une certaine période de jazz. À un moment donné ou un autre, ils avaient Michel Donato à côté d'eux. Et donc, c'est ça que je redoutais, la somme de recherche documentaire qu'il fallait faire. Au bout de 2 mois, quand on a commencé en début 2018, Michel Donato venait dîner tous les mardis chez moi, puis là, j'allumais l'enregistreuse, puis on mangeait, puis on discutait. Puis au bout de 2 mois, j'ai dit là, il en faut plus, puis il faut des précisions, puis il faut contre-vérifier les trucs. Donc là, on s'est mis à recevoir à chaque mardi, on avait quelqu'un de plus qui avait connu Michel à une période de sa vie qui venait raconter sa version de ce qui s'est passé dans ces années-là, que ce soit François Dompierre, Pierre Leduc, Laurent Desmarais, Cameron Young, enfin beaucoup de musiciens montréalais qui ont travaillé avec Michel. Puis Michel qui dit oui, mais il y a ma période torontoise. J'ai dit on va aller à Toronto. Donc on s'est déplacé à Toronto une semaine. J'avais loué un petit appartement. On recevait les gens à manger, puis on discutait. À Toronto. Et donc, tous les anciens collègues de Michel qui étaient encore vivants, parce qu'il y en a quelques-uns qui nous avaient quittés, donc ils sont venus témoigner de leurs histoires avec Michel. Donc, c'était ça, c'est en plus la recherche dans les journaux, plus la lecture des biographies des autres qui ont côtoyé Michel, Claude Ranger. C'est somptueux quand même. 5 ans et demi. Évidemment pas à temps plein, je continue à faire de la radio, je continue à travailler sur mes autres livres, mais pour en arriver donc à ce livre que j'avais promis à l'éditeur de ne pas dépasser 350 pages, et finalement c'est 475, parce que c'est comment résumer cette vie-là, avec ses drames, avec ses joies, avec, je veux dire, il a gagné tous les prix possibles, Michel Donato, c'est vraiment un monstre sacré de la musique en général au Canada et au Québec, mais en jazz en particulier, mais je vois avec Félix Leclerc, Edith Butler. Donc, en dehors du jazz, il y a aussi des interlocuteurs assez monumentaux pour Michel Donato. Donc, le prochain livre, tu me dis que c'est? Le prochain qui sort, donc, parce qu'il est fini, c'est Noir Satin. Noir Satin va paraître aux éditions du Boréal en février prochain. Et là, bon, après, maintenant, je suis à cette question toujours un peu... je dirais pas angoissante, mais quand même une question prenante quand on a fini des travaux importants comme le Donato, comme Noir Satin. C'est quoi le prochain? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je n'ai pas encore choisi ce que j'ai envie de faire. Est-ce que ce sera un roman? J'ai un roman que j'avais abandonné ou mis de côté, je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux comme vocable, que j'avais mis de côté en tout cas en 2012. Est-ce que je reprends ce roman qui s'appelle La part des anges? Est-ce que je le reprends ou pas? Ou est-ce que je fais un autre recueil de nouvelles? Ou, je ne sais pas encore. Mais tu écris des textes qui sont mis en musique aussi. J'ai écrit quelques textes de chansons. Mis en chanson par Émile Michel. Hein. Émile Michel a interprété ma toute première chanson. Alors, dans ces années-là, on est en 95 quand le disque sort. C'était l'époque où ça n'a peut-être pas changé tant que ça, mais les Québécois vont beaucoup en République dominicaine. Et il y avait le comité haïtien pour la reconnaissance des travailleurs haïtiens en République dominicaine ici au Québec, dirigé par Bérard Joseph, qui voulait qu'on sensibilise les Québécois pour dire, écoutez, quand vous allez en République dominicaine, vous soutenez un régime qui maltraite les Haïtiens dans les plantations sucrières. Et donc, on s'est retrouvés autour de l'idée
d'écrire une chanson qui serait une sorte de We Are the World, juste sensibiliser et ramasser des fonds. La vente du disque allait au comité pour la reconnaissance. Donc, tout le monde qui a travaillé sur ce disque-là l'a fait bénévolement. Vincent Potel a écrit la musique, j'ai écrit le texte en français qui a été interprété par Luc de la Rochelière et j'ai fait l'adaptation créole du texte avec le support de ma mère, Père son âme, qui n'est plus avec nous. Et donc, c'est ce texte-là que chantait Émile Michel. Et sur le même disque, il y avait aussi une version anglaise. Karen Young l'interprétait, c'est elle qui avait traduit le texte en anglais. Et il y avait Irka Mateo, qui est une chanteuse dominicaine, qui avait elle-même perdu un bon ami haïtien à elle, abattu comme ça, arbitrairement dans les plantations sucrières. Et donc, Irka Mateo avait pris sur elle de le traduire en espagnol et de chanter la Sugar Amargo. Et donc, le sucre amer existait sur le même disque, la même chanson en 4 versions pour dire, essentiellement, pour dire aux Québécois, attention, hein, quand vous allez en République dominicaine, c'est ça que vous soutenez. C'est la première chanson dont j'ai écrit le texte. J'en ai écrit beaucoup d'autres depuis. C'est une sorte de passe-temps où je m'amuse, où j'écris en français, en anglais, en créole. Tu écris en créole? J'ai écrit en créole. La dernière fois, on travaillait sur un projet avorté, hélas, d'une chanteuse québécoise avec qui on voulait faire un album. On était en train de lui écrire un album, donc il y avait le compositeur Anthony Rosankovitch, il y avait moi qui écrivais les textes, il y avait David Hummel qui contribuait au texte en anglais, mon ami américain, et Ralph Bonsi et moi avons écrit un texte qui s'appelle Menem Lakayo, où c'était le point de vue de la Québécoise qui parle à un ami haïtien en lui disant tout ce que je sais de ton pays, c'est ce qu'on raconte dans les médias et ça peut pas être juste ça, Haïti. J'aimerais que tu me le fasses découvrir. Et donc c'était ça le point de vue, le propos de Menem Lakayo, qui, bon, elle a été écrite, elle n'est toujours pas enregistrée puisque la fille a abandonné le projet. Donc c'est dans un tiroir pour l'instant. Et tu as une fille poétesse aussi? Oui, Laura. Poétesse, enfin écrivaine et activiste. Okay. Laura a écrit un premier recueil de poésie en 2020. Elle a publié chez Mémoire d'Encrier, donc chez Rodney. Elle a terminé récemment un roman pour la jeunesse sur des causes qui lui portent à cœur, qui lui tiennent à cœur. C'est un roman qui porte sur l'environnement, sur l'écologie, et qui sortira l'été prochain. Et donc, là, elle travaille sur un recueil d'essais. Elle est très militante, Laura, sur les questions de droit, sur les questions d'identité sexuelle. Donc, elle a étudié en droit d'ailleurs. Tout le monde dit, tu ne fais pas ton barreau. Non, elle a étudié en droit, en fait, pour savoir comment le droit fonctionne, plus que pour devenir avocate. Je ne pense pas qu'elle va devenir avocate. Ok. Merci infiniment, Sandé. Ça a été un plaisir. Ça a été absolument un plaisir partagé. À la prochaine. Merci.